Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Parlement européen. Moi je suis très contente de vous accueillir ici parce que je sais que des gens ont pris le bus ce matin à 6 heures du matin pour venir à Bruxelles, donc ravi que vous soyez là. J'en profite pour saluer les internautes parce qu'on est suivis sur Internet par rapport à ce colloque. Donc, sujet très important. Et alors, on me dit pourquoi le 5 février, il y a autant de choses sur le nucléaire. Vous voyez, pendant des mois, il n'y a rien. Et bien, ce matin même, il y a eu toute une conférence qu'a organisée mon ex-collègue Rebecca Harms. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Elle est là, mais elle prendra la parole tout à l'heure. Avec qui on a beaucoup travaillé sur le nucléaire. Et là, il y avait un rapport qui avait été financé par les Verts et Heinrich Böll et qui représentait le problème des déchets radioactifs mondial avec un focus sur l'Europe. Mais tu pourras nous en parler tout à l'heure, Rebecca. Là, on a voulu focaliser sur les déchets radioactifs, mais sur les sites de stockage, notamment les sites de stockage en couche géologique profonde. Donc je suis très contente qu'il y ait parmi nous Monsieur Gariba. Monsieur Gariba, qui est le directeur de l'unité énergie nucléaire, sûreté et ITER. Vous voyez, des tas de sujets qu'on aime. Nucléaire, ITER, on adore ITER aussi. Et vous aimez la sûreté aussi, madame? Et on aime beaucoup la sûreté. Et donc on a besoin de vous. Donc il sera là, on se connaît depuis longtemps, et en même temps, vous savez qu'il y a une directive sur les déchets radioactifs, où dans cette directive, on demande à ce que les États membres présentent des plans nationaux pour savoir déjà comment ils catégorisent les déchets radioactifs, parce qu'on n'a pas la même façon de les catégoriser, et en même temps, quelles sont les solutions à la gestion de ces déchets. Alors, moi, juste une petite introduction, mais j'interviendrai un peu dans le débat. Ce qui me surprend, et notamment au niveau des jeunes, c'est qu'il y a beaucoup de manifestations pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a eu la COP 21, on parle d'actions, de mesures très, je dirais, volontaristes pour diminuer les gaz à effet de serre, et on voit que dessous, dans les scénarios notamment du GIEC, eh bien, il y a beaucoup de scénarios où il y a le nucléaire. Et je trouve que c'est très important d'en parler, de former les jeunes pour leur dire écoutez, c'est vrai qu'il y a une urgence climatique indéniable, c'est vrai qu'il faut diminuer la température, mais est-ce que le nucléaire est la solution? Moi, franchement, quand on voit, et c'est un peu l'objet sur la gestion des déchets radioactifs, quand on voit que depuis 60 ans, on a développé le nucléaire et qu'on n'a pas de solution, si ce n'est de les enfouir, les déchets radioactifs, vous voyez que ce n'est pas une solution d'avenir. Et alors, je voulais vous faire part de deux pays comme la France, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne, vous savez, qui ont un peu freiné les négociations sur la neutralité carbone en 2050. Et ils ont essayé de trouver un accord sur la taxonomie verte, c'est-à-dire qu'il y a même certains pays qui voulaient que le nucléaire soit dans les énergies renouvelables, dans les énergies vertes. Mais ils se sont mis d'accord quand même sur des critères où il ne faut pas qu'ils nuisent significativement par rapport à une activité économique qui ne peut pas être considérée comme durable lorsque l'élimination à long terme des déchets peut causer des dommages importants et à long terme sur l'environnement. Donc vous voyez que si c'est ça le critère, dans le cas des déchets radioactifs, on a bien la problématique que ça peut poser des dommages importants et à long terme sur l'environnement. Donc, ce problème de site de stockage. D'ailleurs, Monsieur Gariba, là, on vous interpellera parce que l'Europe, elle est assez pour ces sites de stockage géologique. Moi-même, j'en ai visité toute une série. Alors, j'étais à Bure il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, je vous invite d'aller à Bure
Parce que vous descendez à 500 mètres de profondeur, dans de l'argile, et vous voyez tous les problèmes de BTP que ça pose. J'avais pas percuté là-dessus. Parce qu'en fait, quand je descendais dans des mines de charbon, vous voyez que c'est assez robuste, le charbon. Quand je descendais dans des mines de diamants, pareil, robuste. Je descendais, je suis allé au WIP, je vous en parlerai, aux États-Unis. C'était des mines de sel. Bon, il y a, vous voyez, on met du bois, on met du fer, mais ça tenait. En Suède, il nous en parlera, M. Svan, le granit, c'est dur. Mais l'argile, c'est friable. Et c'est du béton, du béton, du béton. Et c'est incroyable. D'ailleurs, il y a eu un accident en 2016. J'aurais jamais imaginé que c'était aussi friable. Et qu'il y aura une quantité, je crois, de béton supérieure même aux déchets radioactifs que ça va contenir. Vous voyez, ce truc-là, ça m'avait... Et puis, je me suis aperçu que depuis les années 2000, eh ben, franchement, les études, il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu grand-chose. Et notamment, on est dans une science réductionniste. C'est-à-dire, on fait l'étude sur la chaleur, vous voyez, en faisant en sorte à ce qu'il y a des résistances, vous voyez, sur l'argile. On fait des études pour savoir s'il y aura de l'hydrogène par rapport à l'acier qui va contenir les déchets. On fait des études, mais chaque fois, on prend un bout de la lorgnette. Et moi, j'ai été surprise qu'on ne prenne pas carrément différents fûts radioactifs. Alors, vous allez me dire, mettre de la radioactivité alors qu'il n'y a pas l'autorisation, mais on peut faire des expérimentations là-dessus, mais pas du tout. Et d'ailleurs, il y a un rapport qui vient de sortir là de l'université de l'Ohio qui montre que, eh ben, il y a une dégradation plus importante que ce qu'on pensait quand il y a la globalité, vous voyez, des déchets radioactifs. Et puis, abandon de Yucca Mountains, aux États-Unis, là où on devait stocker des déchets, notamment du combustible usé, vous savez, qui est inerte aux États-Unis, et qui n'est pas le même en Europe, puisqu'on fait le retraitement. Eh bien, que ça soit Yucca Mountains, que ça soit le WIP, toujours aux États-Unis, où on mettait des déchets moyennement radioactifs, où il y a eu un incendie, que ça soit en Suède, où il y a eu l'arrêt, que ça soit en Allemagne où il y a eu l'arrêt, vous voyez qu'il n'y a aucun site de stockage souterrain qui fonctionne. Alors sans parler du coût, etc., vous verrez qu'il y aura plein d'experts. Et on va analyser ce qui se passe en France, et merci à tous les gens de Bure qui ont fait le déplacement. On va voir ce qui se passe en Belgique, et on va voir ce qui se passe en Suède. Donc, vous allez avoir dans un premier temps Monsieur Gariba qui va vous expliquer que fait la Commission européenne, en quoi la Commission européenne a besoin des députés européens qui questionnent les États membres, hein, parce que juste une petite parenthèse, la Commission européenne, là où elle nous a pas mal aidés, c'est par rapport à Fukushima, quand la Commission a demandé des stress tests. Mais vous savez qu'un des pays les plus opposés, c'était la France, parce que pour l'État français, le nucléaire, c'est une compétence nationale et où l'Europe n'a pas à s'immiscer dans les choix. Mais quand il y a un accident nucléaire, les nuages, Tchernobyl nous a appris, ça n'a pas de frontières. Et que donc la sûreté nucléaire, pour moi, est une des compétences que doit avoir l'Europe de façon de plus en plus importante, aussi bien dans les réacteurs qu'au niveau des sites nucléaires. Et ensuite, vous aurez les trois aspects par rapport à des sites en grande profondeur. L'exemple français avec M. Thuillier, l'exemple de la Suède avec mon collègue Joen Swan, et puis l'exemple de la Belgique avec Jan van Putt. Voilà, on va commencer là-dessus. Je vais passer la parole avant à Tilly Metz, qui est députée européenne du Luxembourg, et tout à l'heure nous rejoindra une députée européenne d'Allemagne, hein, mais qui a un autre événement, donc elle arrivera. Alors, à toi, Tilly.
Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, moi, je viens du Luxembourg et en fait, nous, on n'a pas de centrale nucléaire au Luxembourg. D'ailleurs, ça fait un peu partie de l'histoire du groupe des Verts au Luxembourg, qui sont vraiment nés de la révolte contre une éventuelle centrale nucléaire au Luxembourg. Mais j'étais maire d'une commune, Weil-à-la-Tour, un certain nombre d'années, et la première vue que j'avais tous les matins, je vous dis pas sur quoi c'était, sur Cattenom, donc une des plus grandes centrales nucléaires de France, et même si on la voyait pas dans certains endroits du pays, on voyait la fumée de Cattenom. Donc au Luxembourg, on n'échappe pas à cette vision qui est une des plus grandes, mais aussi, je pense, une des plus anciennes, si je me trompe, de France. Donc, pour moi, pour nous, il est clair qu'investir dans l'énergie nucléaire, c'est une vision à court terme. On sait toutes et tous ici que l'uranium, c'est une matière première finie, et puis à cette vitesse, en 2040, elle sera épuisée. Et on continue quand même à investir sérieusement dedans. On a de gros problèmes dus à l'extraction, à l'enrichissement et au transport. C'est une matière toxique, néfaste pour l'environnement, et l'uranium, lui aussi, dégage du CO2. Et les mines, ça on le sait toutes et tous ici aussi, détruisent des espaces naturels d'une grande richesse, tout en nuisant à la santé des populations locales, que je parle des Inuits au Canada, par exemple. Maintenant, parlons, parce que c'est ça le sujet d'aujourd'hui, des déchets nucléaires. Des rayons radioactifs pendant des milliers, 240 000, on a des radiations qui sont encore actives et qui causent donc le cancer. La Belgique, je prends comme exemple ici la Belgique, produit 120 tonnes de déchets nucléaires par an, donc ce qui n'est vraiment pas rien. Et cet enfouissement des déchets nucléaires coûte à la société belge plus de 9 milliards. Des déchets donc hautement radioactifs, le plus souvent enfouis dans le sol, donc on a un problème de pollution de sol, c'est clair, et les autres déchets sont stockés dans des barils à la surface du sol, et on sait que c'est une méthode quand même pas infaillible, donc faillible. En 2013, Belgoprocess recense 10 000 fuites radioactives. Entre 1960 et 1982, on a 55 000 barils ont été balancés à la mer, et on ne sait plus très bien où ces barils flottent pour le moment, où est-ce qu'ils sont. À côté des déchets, il y a du plutonium qui est libéré lors de la fission nucléaire. Et cette matière, vous le savez tous et toutes aussi, est aussi créée à la base un carburant pour une bombe atomique. Donc, chaque pays disposant de centrales nucléaires est capable d'avoir des armes nucléaires aussi. On sait aussi, l'Allemagne, Rebecca Harms pourra sûrement en témoigner aussi, le démantèlement des centrales nucléaires cause aussi un problème de radioactivité, car tous les matériaux qui sont là sont aussi radioactifs, du bitume, etc. Donc on a un réel problème aussi. Juste encore un chiffre, et puis je donne la parole quand même aux experts. Le parc nucléaire européen produit environ 6,6 millions de mètres cubes de déchets nucléaires au cours de sa durée de vie. Donc vous vous rendez compte de quelle immense envergure de déchets nucléaires on parle ici. Juste ces quelques éléments et plus spécifiquement aussi quelques chiffres par rapport à la Belgique en tant qu'exemple concret. Je cède maintenant la parole. Merci beaucoup.